Salut à tous. Alors, vous allez vous faire torturer par un radiologue. Non, pas du tout. Euh, vous avez un problème articulaire, osseux. Vous allez être confié à un radiologue pour un diagnostic, pour faire un traitement pour améliorer votre qualité de vie. Comment le radiologue va s'occuper de vous? Qu'est-ce qu'on en attend? On en parle aujourd'hui avec le docteur Venturelli. Qui es-tu? Qui je suis? Je m'appelle Nadia Venturelli, je suis médecin radiologue, je suis spécialisée en imagerie ostéo-articulaire notamment. Notamment. Alors, je suis un patient qui a une douleur au niveau d'une articulation. Euh, je suis tombé, qu'est-ce que tu vas me faire et de quelle manière tu vas m'aider À explorer la douleur? à explorer mon traumatisme? D'accord. Qu'est-ce que tu vas attendre, qu'est-ce que tu vas voir et qu'est-ce que tu vas me dire si je suis tombé, j'ai mal au poignet, au coude, à l'épaule, au cou, au genou, à la hanche? Est-ce que l'examen fait mal? Est-ce que tu vas pouvoir me répondre à ma question? Comment ça se passe? Parce que tu as l'habitude de me parler dans le cadre des urgences, ou tu donnes un compte-rendu et c'est moi qui interagis avec le patient, mais l'immensité de tes patients, la plupart de tes patients, ils sont pris en charge en ambulatoire et c'est là où toi tu interviens auprès du patient parce que l'interlocuteur n'est pas immédiat. Donc voilà, j'ai un traumatisme, je suis adressé par mon médecin traitant. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, on m'a adressé pour une radio, tu peux demander une échographie complémentaire, un scanner? Comment ça se passe? Alors, on va déjà réaliser la première imagerie qui a été prescrite dans le cadre du traumatisme par le médecin traitant par exemple, la faire et puis voir si cette radio a permis de répondre à la question ou pas. Je vais regarder les clichés, déterminer s'il y a une anomalie. S'il y a une anomalie et que la prise en charge ne nécessite pas d'autres examens pour être bien organisée, j'explique les résultats au patient. Je lui explique aussi quelle est la prise en charge la plus attendue, sous réserve qu'il faut bien qu'il se rapproche de son médecin parce que c'est lui qui a le dernier mot sur la prise en charge. Hein. Moi, je suis radiologue, ça fait longtemps que j'ai malheureusement plus traité de patients, donc c'est vraiment le médecin qui a le dernier mot. Si par contre l'examen prescrit en première ligne n'a pas permis de poser un diagnostic et qu'au terme de mon interaction avec le patient, j'estime qu'il faut envisager d'autres examens, oui, je suis en droit de me donner les moyens de répondre à la question en demandant. Est-ce que ça me coûte de l'argent? C'est-à-dire, comment c'est prescrit? Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale? Oui, c'est. Je pose la question. Dans la plupart des cas, c'est bien sûr pris en charge par la sécurité sociale. Si moi j'ai besoin de faire un examen à la suite du premier examen qui a été prescrit, oui, c'est pris en charge totalement. En fait, c'est une prescription qui découle de la première, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, en fonction de l'endroit où on consulte, il peut y avoir des dépassements d'honoraires qui restent à la charge du patient si le patient n'a notamment pas de mutuelle, mais ça, c'est comme pour tout examen. D'accord, mais vous ne faites pas de prescription de traitement pour un patient qui aurait une entorse. Je préfère le dire parce qu'il y a des patients qui débarquent. C'est une bonne question. Alors, on peut avoir des conseils, on peut donner des conseils si on sent que ça ne dépasse pas notre compétence, mais on ne fait pas de prescription de médicaments. Et surtout, dès lors qu'on se sent dépassé, bien sûr, on réfère le patient au médecin qui nous l'a adressé. Pour les patients, la deuxième chose dont je crois qu'on doit parler, c'est l'infiltration. Dans les infiltrations, il y a 3 types de molécules que tu vas pouvoir injecter. Les corticostéroïdes, L'acide hyaluronique. l'acide hyaluronique et les PRP. En gros, comment ça se passe? Est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce que je vais en tirer comme bénéfice? Et qu'est-ce que je dois surveiller après que tu aies fait ton geste? Donc, ma première question, j'ai un genou fatigué parce que j'ai un ligament croisé, parce que je suis gros, parce que j'ai mal, c'est régulier. J'ai pris des médicaments à non plus pouvoir, je continue d'avoir mal. Mon médecin m'envoie te voir, tu vas me faire une infiltration. Est-ce que j'ai une raison d'avoir peur? Non, sincèrement, non. Et les gens disent, dans la majorité des cas, c'est plus de peur que de mal. Donc, on va tout reprendre ensemble et on va démystifier un petit peu l'infiltration. Alors, l'infiltration, qu'est-ce que c'est? C'est injecter un principe actif directement à l'endroit qui pose problème, sous guidage d'imagerie, pour être sûr et certain de délivrer le médicament au bon endroit. En fonction de l'objectif attendu de cette infiltration, on a en effet 3 principaux produits qu'on peut injecter. Et en fonction de la zone anatomique dont on parle, qui a été déterminée au préalable par des examens d'imagerie diagnostique, la modalité de guidage la plus pertinente va soit être la radio basse dose, mais en temps réel, c'est ce qu'on appelle la scopie, soit l'échographie. Ça dépend vraiment de la zone anatomique. Alors, je vais traduire en français. Ok. En gros, en fonction du contexte,
c'est-à-dire grosse articulation accessible, petite articulation. Le radiologue va choisir un examen qui va permettre d'infiltrer dans de bonnes conditions sans être douloureux. Est-ce que tu donnes un traitement contre la douleur? Alors, dans la majorité des cas, en fait, l'infiltration consiste en une seule injection, c'est-à-dire qu'il y a une seule petite aiguille qui traverse la peau, et au travers de la seule petite aiguille qui traverse la peau, on va changer les seringues connectées à l'aiguille pour injecter différents produits. Le premier produit qu'on met, c'est de l'anesthésiant, c'est de la xylocaïne, pour essayer de supprimer la sensation de douleur. Première chose, donc ça permet de bien soulager les douleurs. Ensuite, on va plus profondément jusqu'à la zone nécessaire. Quand on est dans la zone nécessaire, on va faire une injection test qui va dépendre de la modalité d'imagerie sur laquelle on travaille. Si on travaille sous radio, le liquide test qu'on va injecter avant d'injecter le médicament, ça va être un produit de contraste qui est noir quand on fait nos images, pour être sûr et certain que ça se distribue bien au bon endroit. Et si on travaille sous échographie, le liquide test, ça va être la xylocaïne parce qu'on va voir où ça se diffuse en temps réel sur nos En images. gros, le radiologue, il n'est jamais à l'aveugle et il voit exactement où il injecte le produit. Et voilà, il n'est pas à l'aveugle. Et en fait, tout au long de la procédure, il va pouvoir voir ce qu'il fait et en fait pouvoir avoir la preuve qu'il est au bon endroit et qu'il injecte exactement là où il veut injecter. Exactement. Par exemple, moi j'ai eu une infiltration au niveau de l'épaule et c'était sous écho. Et le médecin qui l'a fait avait une sonde d'écho sur mon épaule pour voir exactement là où il injectait. Exactement. C'est tout l'intérêt du guidage par imagerie, c'est d'être sûr et certain d'être au bon endroit. Donc tu m'as dit 3 types de produits. Les corticoïdes, ça marche tout de suite, je vais plus avoir mal. Alors, il y a un délai d'action de 48 heures qui est le délai nécessaire à l'activation de la molécule durant lequel il est normal de ne pas ressentir de bénéfice, voire on peut ressentir une petite recrudescence douloureuse liée au post-geste immédiat. Ensuite, le médicament va agir à partir du deuxième jour et jusqu'à la première semaine. Il va augmenter son efficacité progressivement. Et c'est une semaine après la procédure qu'on est fixé sur... Et qu'on sait si ça marche ou pas. Exactement. Et donc qui va évaluer le fait que ce soit efficace ou pas? En premier lieu, le patient lui-même. Il va se mettre en condition et voir si ses douleurs habituelles, les circonstances qui reproduisent sa douleur habituelle, typiquement la montée et la descente des escaliers, si on parle de douleur de genou, reproduit la douleur ou pas. Et s'il peut être réévalué par un médecin, c'est encore mieux. Et c'est quoi l'attendu? C'est-à-dire, j'ai mal au genou, en fait j'imagine que c'est variable, hein, ma question elle est un peu neuneu, mais ça veut dire que à quel moment le patient tout seul, il peut se dire j'en ai peut-être besoin d'une deuxième, et il doit en fait en reparler au médecin généraliste. Mais s'il n'a pas de médecin généraliste, c'est-à-dire si ça a été prescrit par SOS médecin ou par un médecin des urgences qui ne reverra pas le patient, qui va en fait évaluer cette zone de transition où au bout de 7 jours il va mieux mais il a encore mal? Alors, ça dépend un petit peu de quelles articulations et quels problèmes anatomiques on est confronté. Dans le cas des articulations, il vaut quand même mieux qu'il y ait un interlocuteur médical qui réévalue le patient. Donc il faut que ce soit réévalué, d'accord. Oui, oui. Après, dans le cadre des lombosciatiques sur hernie discale, ça arrive très fréquemment qu'une seule injection ne suffise pas. Et là, le patient, il peut lui-même, s'il sait qu'il est soulagé qu'à 20-30%, recontacter directement le radiologue pour avoir une deuxième infiltration pour potentialiser la dose. J'ai presque envie de dire, c'est un sujet qu'il faudrait que vous abordiez au moment de l'infiltration. Tout à fait, oui, oui. Voilà. Tout à fait. C'est quoi l'attendu quand on met de l'acide hyaluronique j'ai réussi. Dans les c'est quoi l'attendu? J'ai de l'arthrose, mes genoux sont très abîmés, j'ai mal, on décide de me mettre de l'acide hyaluronique. C'est quoi le bénéfice que je vais avoir et au bout de combien de temps? Alors, contrairement aux corticostéroïdes où on attend une antalgie à court terme, quelques semaines, l'acide hyaluronique, son intérêt principal, ça va être de freiner l'évolution de l'usure cartilagineuse et il va y avoir aussi un effet antalgique par voie de fait, mais qui va être attendu sur plusieurs semaines. Donc ça veut dire qu'on garde le traitement par la bouche. Oui. Là, en fait, le but est une antalgie mécanique. Exactement. Et donc, par essence, du coup, parce qu'on a une articulation qui est abîmée, quelqu'un qui va avoir besoin de ça, il va avoir des injections itératives pendant longtemps. Oui, oui. C'est un protocole à déterminer avec le médecin, notamment le rhumatologue, mais c'est vrai que pour l'acide hyaluronique, on n'est pas sur une logique de j'ai plus mal, j'ai plus besoin. C'est comme le but, c'est vraiment de prévenir l'évolution, enfin freiner l'évolution de l'usure cartilagineuse. C'est vraiment le médecin rhumatologue qui décide du protocole le plus adapté pour le patient en fonction du rythme aussi
d'évolution de base de l'arthrose du patient et qui du coup va prescrire typiquement une injection tous les 3 mois par exemple. Après, on a parlé des PRP. Alors PRP, ça veut dire plasma riche en plaquettes. On va en fait dans un premier temps faire une prise de sang, prélever du sang veineux du patient qui va être centrifugé immédiatement pour séparer les éléments rouges et les éléments blancs du sang. Les éléments rouges, on ne les garde pas, on ne réinjecte sur le site anatomique que les éléments blancs du sang, c'est ce qu'on appelle vraiment le PRP, le plasma riche en plaquettes. Pourquoi? Parce que ça a des vertus anti-inflammatoires, antalgiques et régénérantes qui vont du coup permettre de soulager les douleurs liées à de la tendinopathie, notamment fissuraire, ou de freiner l'évolution de l'usure du cartilage. Alors après, de ce qu'on entend, ce qu'on regarde sur les réseaux, c'est plutôt réservé aux sportifs de haut niveau. Mais est-ce que moi, commun du mortel, j'y ai droit? Tout à fait. Toute personne y a droit. C'est notamment une bonne idée chez des patients qui ont déjà de base des articulations ou des tendons très fragiles et qui sont arrivés un petit peu au bout de ce que les corticoïdes peuvent offrir. Donc tout D'accord. à fait, c'est pas que les sportifs. Est-ce qu'il est possible qu'au moment où on m'envoie te voir, tu fasses une ponction et une injection, et dans quel contexte? Parce que c'est ma dernière question. D'accord. Oui, c'est tout à fait possible, notamment dans le cadre des arthroses de genoux en poussée congestive avec beaucoup d'épanchements. Souvent, l'épanchement mécaniquement gêne le patient, notamment si ça s'accumule en arrière sous forme d'un kyste popité. Donc, on va pouvoir vider, une fois qu'on a pénétré l'articulation, on va pouvoir vider le liquide pour soulager immédiatement la tension du patient et injecter le corticoïde à la fin pour éviter que le liquide ne se reconstitue. Alors, je le traduis à moitié en français. Il y a des maladies en fait, où les articulations sont usées, c'est-à-dire le cartilage sur les faces articulaires est abîmé, et du coup, il y a une inflammation et donc du liquide qui se produit, et c'est des maladies qui évoluent par poussée. Ça veut dire qu'il y a des moments où on est tranquille et il y a des moments où on a mal. Et les moments où on a mal, c'est souvent des maladies, c'est des moments où l'articulation va produire du liquide qui traduit l'inflammation. Et donc le travail du radiologue, c'est de retirer ce liquide inflammatoire qui favorise la douleur et d'injecter un autre liquide qui va lutter contre l'inflammation. On est au clair. J'ai eu un geste d'infiltration, que ce soit du PRP, de l'acide hyaluronique ou d'un corticostéroïde. Je suis un peu un bourrin qui fait du sport. Combien de temps vraiment je dois m'abstenir d'avoir une activité physique pour ne pas diminuer le bénéfice de l'examen, mais vraiment en étant précautionneux? Alors, pour l'acide hyaluronique et les corticostéroïdes, 48 heures de repos relatif de façon religieuse. Ça veut dire quoi relatif et religieux? Ça veut dire qu'il faut vraiment s'astreindre à ne pas faire quoi que ce soit qui ne sorte de l'ordinaire et qui ne soit strictement nécessaire à la vie quotidienne. Donc c'est presque un arrêt. Presque. Et parfois, d'ailleurs, on préconise aux gens de se mettre en arrêt de travail, enfin, on leur prescrit un arrêt de travail en fonction du métier du patient. Si le patient il est en télétravail, qui peut être relativement sédentaire durant les 48 heures qui suivent l'infiltration, pas de souci, on lui dit qu'il peut continuer son travail. Si par contre, le métier du patient, c'est d'être, je ne sais pas moi, maçon, enfin voilà, des métiers vraiment très D'accord, donc physiques. il y a un vrai arrêt de travail d'au moins une semaine. En fait, 48 heures. ouais, mais s'il est à genoux tout le temps et qu'il fait... donc, Oui. je vois dans la société qu'aujourd'hui, les gens font de plus en plus de sport, vont de plus en plus à la salle de sport. Ils vont fort. La question, c'est quelqu'un qui est de plus en plus addict au sport. Combien de temps vraiment il faut pour qu'il se remette au sport sans que ce soit très toxique? Alors moi, je conseille vraiment 48 heures de repos relatif, c'est-à-dire que on a le droit de marcher pour voir à ses besoins quotidiens, mais pas de sport, pas de kiné, rien qui ne soit strictement nécessaire à la vie quotidienne, et d'y aller doucement durant la première semaine qui suit l'infiltration. Ça, c'est pour les corticoïdes et l'acide hyaluronique. Le cas particulier du PRP, c'est un petit peu plus rigoureux comme arrêt d'activité physique. Là, c'est vraiment 48 heures de repos strict et pas de sport durant la première semaine qui suit. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions s'il y a des trucs qui ne sont pas méga clairs, si on peut vous aider dans la compréhension de ce qu'on appelle la radio interventionnelle qui permet, un, de faire du diagnostic, deux, de soigner les douleurs, voire même de guérir. Exactement. Merci.